Donc je refuse l'extrême droite, je refuse de les inviter pour leur donner la parole. Ça ne veut pas dire que j'en parle pas, ça veut dire que je leur tends pas le micro. Non. Ah non, 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 je veux pas débattre avec Marion Maréchal Le Pen, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de... Et il se trouve que j'avais été diagnostiqué il y a quelques années comme étant atteint d'une maladie qui s'appelle la bipolarité. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon invité qui s'appelle Jean Massier. Il est vulgarisateur politique. C'est le premier streamer politique sur la plateforme Twitch en France et c'est le créateur de l'émission qui est devenue iconique sur cette thématique, Backseat. Et ça fait 8 ans maintenant que tu live, Jean Massier. Salut Sam, merci de m'inviter. Ouais, ça fait bientôt 10 ans, hein. On est dans la 9e année là. Eh ben, ça commence à faire. Et tu viens de sortir ton livre qui s'appelle Les jeunes, c'est le présent et non l'avenir. Et c'est pas pour rien que ça a été barré. J'adore la couleur. C'est la couleur de Twitch, c'est le violet de Twitch. Ah, j'adore. Franchement, c'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Jean Massier, j'espère aujourd'hui, en interview à mes côtés, qu'on va pouvoir apprendre à te connaître différemment. On verra ça au cours de cet entretien. Mais dans un premier temps, j'aimerais te faire réagir à une de tes déclarations, c'est ta propre présentation, puisque tu dis que tu es un enfant de bourgeois avec une éducation traditionnelle catholique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, mais ça veut simplement dire la vérité, c'est que j'ai grandi dans un bain socioculturel qui est celui du catholicisme traditionnel, de la bourgeoisie parisienne, d'Île-de-France, de l'Ouest, donc les coins de Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, Asnières, tous ces coins-là. J'ai grandi là, ça a été mon bain culturel dans lequel j'ai grandi. Puis je m'en suis émancipé plus tard, au moment de l'adolescence, au moment de mes études aussi, et puis ça a coïncidé avec le moment où je me suis intéressé à la politique. Mais là d'où je viens, je suis situé sociologiquement, je viens de la bourgeoisie catholique de l'Ouest parisien. Qu'est-ce que c'est être bourgeois? La bourgeoisie, c'est une catégorie socioprofessionnelle qui est décrite, alors ça dépend auprès de qui tu lis, mais dans la lecture marxiste historique, on décrit la bourgeoisie comme ceux qui sont les possédants. Possédants, par exemple, de patrimoine immobilier ou possédants d'entreprises, de moyens de production. La bourgeoisie, c'est les gens qui sont à l'aise financièrement. On est dans la bourgeoisie à partir du moment où on vit dans un substrat socioculturel qui ne s'inquiète pas pour son avenir à court ou moyen terme. Ça va aller. Ça ne veut pas dire qu'on est ultra grand bourgeois, il y a des gens qui sont ultra riches, ça existe. Non, les bourgeois ne sont pas forcément ultra riches, mais ils ont de quoi? Ils ont de quoi vivre tranquillement, normalement, sans excès et sans avoir forcément peur du lendemain. C'est ça la bourgeoisie. Tu te sentais favorisé, enfant? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et il a fallu que dans mon parcours scolaire, j'arrive à rencontrer d'autres personnes dans le secteur public pour me rendre compte qu'en fait, tout le monde ne vit pas comme moi. Et j'ai compris plus tard qu'effectivement, j'avais une tranquillité dans ma famille, j'avais une tranquillité que n'avaient pas d'autres enfants du même âge que moi. Pourquoi tu as essayé de t'émanciper? Tu as utilisé ce mot. À l'adolescence, je me suis émancipé de cette bourgeoisie. Je me suis émancipé du fait religieux d'une part à l'adolescence, et puis plus tard de la bourgeoisie, parce que je n'ai pas cherché à reproduire le schéma. C'est aussi l'un des principes de la bourgeoisie, c'est que c'est une classe sociale euh, qui s'auto Alimente? alimente, oui c'est ça, qui se reproduit. Voilà, le principe de reproduction sociale. Et moi, ça m'a pas intéressé, j'ai pas voulu continuer sur un schéma de répétition. J'ai voulu vivre par moi-même mes propres expériences, et c'est pour ça que je me suis intéressé à des trucs qui m'avaient pas du tout été enseignés dans ma famille, l'associatif, la politique, l'actualité, l'engagement, la passion pour les choses de la société, voilà. Ça a pu te mettre en conflit, en porte-à-faux avec ta famille ou pas? Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, j'ai été en rupture familiale assez dure avec mon milieu familial qui n'a pas du tout compris pourquoi j'étais passionné par l'engagement associatif, par exemple, Mm. ou plus tard l'engagement politique. Et ça venait d'où? Euh, Ben, ça venait de mes rencontres, en fait, justement, heureusement que l'associatif, quand j'étais au lycée et à la fac, l'associatif m'a permis de rencontrer des personnes différentes qui n'étaient pas de mon milieu social, mais avec lesquelles je me retrouvais dans des assos pour défendre des trucs et créer des projets. Et c'est ça qui m'a donné envie de développer, ouais, c'est ça, de développer tout ce schéma-là. Et plus je développais ça, plus je m'éloignais du schéma familial. Donc c'est pas ta généalogie qui t'a orienté vers ce milieu-là? Et non, pas du tout. Alors c'est faux ce que je lis sur Wikipédia quand on lit que tu serais le descendant de l'homme politique Émile Massier du Biest. Non, ça c'est vrai, effectivement, c'était un sénateur. Il était sénateur-maire de la ville d'Hazebrouck dans le Nord. C'était un radical de gauche au Sénat. Radical de gauche à l'époque, fin 19e siècle, ça veut dire qu'il défendait la République. Il Oui, n'était pas alors que tu étais plutôt monarchiste. centre-gauche.
Il était plutôt centre, voilà. En tout cas, il était républicain. Non, non, oui, je suis effectivement son descendant, mais alors clairement, lui, c'est un ovni dans la famille. Lui et moi, je crois, on est des ovnis, parce que le reste de la famille, il n'y a jamais eu de politique. Ne s'intéresse pas à la politique. Dans ma famille, il y a des prêtres, il y a des militaires, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui bossent dans des entreprises, mais la politique, jamais. Et moi, la politique ne m'a pas été transmise par ma famille. J'ai rencontré des gens qui ont grandi avec la politique à la maison, où il y a des débats, où il y avait des réunions syndicales, des trucs comme ça. Il y a des enfants qui ont grandi dans un bain politique. Moi, pas du tout. Absolument pas. Il y a des idées qui sont à l'opposé radicalement des tiennes au sein de ta propre famille. Toi, tu es Ouais. vu comme un streamer de gauche. Oui, oui, je suis perçu comme ça. Et c'est très bien, je m'en fous. Vraiment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tu l'es De quoi? de gauche. Non, je suis démocrate. Et vous me mettez où vous voulez avec la notion de démocrate. La question de la droite et la gauche, ce sont des conventions qui sont revendiquées ou qui sont attribuées, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc moi, il y a des gens de droite qui me conspuent en me disant que je suis de gauche et que c'est intolérable à leurs yeux, et il y a des gens de gauche qui me conspuent en me disant que je suis de droite et que c'est intolérable à leurs yeux. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas à la question, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et en général, ça en dit plus sur la personne qui attribue que sur la personne à qui c'est attribué, les étiquettes. Mais on connaît tes idées Non. au travers de tes C'est quoi émissions. mes idées? Non, non, moi je fais de l'analyse politique. On peut connaître des critiques que j'aimais, mais tu remarqueras que beaucoup de mes analyses sont des analyses où je soulève des choses qui me paraissent intéressantes, curieuses. Quand je dis, par exemple, quand je m'interroge à haute voix pour savoir est-ce que Marine Le Pen va pâtir de son soutien indirect au gouvernement de Michel Barnier, bah, c'est ni une critique de Marine Le Pen, ni une critique de Michel Barnier. Je m'interroge, et je m'interroge sincèrement, pour savoir, tiens, est-ce qu'elle va pâtir dans les urnes de son soutien à Michel Barnier? Alors, est-ce que tu apprécies par exemple le RN, le Rassemblement national? Est-ce que c'est un parti que tu portes dans ton cœur? Alors, non, tu as raison, comme j'ai dit que j'étais démocrate, je ne porte pas dans mon cœur les idées qui visent à l'exclusion d'une partie de la population. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y a dans ma famille des homophobes, des racistes, des antisémites. Je ne suis pas de leur côté, je ne partage pas leur vision du monde, je ne partage pas la vision ethno-culturelle de la société française portée par le Rassemblement national et par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Je considère que la France est une nation politique, qu'elle est construite sur des droits qui sont les droits de l'homme et qu'elle se fonde en République. C'est un point de vue et je l'assume comme tel. Et je trouve terrible que des choses qui par le passé étaient tout à fait validées par quasiment l'ensemble de la classe politique deviennent des prises de position gravissimes. L'antifascisme, l'antiracisme, l'anti... Pendant très longtemps, ça a été normal. C'était pas un camp politique, c'était partagé par tous. La droite gaulliste était anti-raciste, anti-fasciste, anti... Bah oui, De Gaulle, évidemment. Jacques Chirac, en 2006, avant de quitter le pouvoir, il lançait un appel vibrant à refuser l'extrémisme, sous-entendu l'extrême droite. Donc, bon, et bah aujourd'hui, 20 ans plus tard, bah, c'est devenu un camp politique particulier qui s'appelle la gauche et qui se retrouve un peu seul à défendre l'antiracisme. Bon. Et donc, du coup, je me retrouve de gauche. Et c'est possible d'avoir des membres de sa famille avec lesquels on a une énergie commune, une vibration commune, de l'amour, mais des idées sur notre société politique radicalement opposées? Alors, pas dans mon cocon familial nucléaire, avec mon père, ma mère, mes sœurs, etc. Non, là, on n'est pas d'accord politiquement, surtout, mais on n'est pas radicalement opposés non plus, surtout. Là, il n'y a pas de racisme, etc. Moi, je viens d'une famille catholique, je ne sais pas si tu vois le genre, les familles très, très, très nombreuses, avec des cousins un peu, absolument partout et T'as tout. combien de frères et sœurs? Moi, j'ai deux frères et sœurs, j'ai Ok. deux sœurs, pardon, mais ma grand-mère, elle a plus d'une centaine de descendants. Oh, oh. Tout compris. Tu vois, donc, enfin vraiment. Donc c'est une famille gigantesque. Donc là, je peux pas parler d'unité, même de vie. En réalité, c'est des gens que je fréquente pas, qui sont pas de mon milieu et tout. Donc voilà, bon, bah, là, dans le tas, il y a des homophobes et des racistes. Dommage pour eux. Mais moi, je les fréquente pas. Je les connais pas, en fait. Hmm. Comment tu es arrivé à travailler à la mairie de Paris? Et j'ai lu même que tu as été collègue de Gabriel Attal. Ouais, absolument. Alors, pas à la mairie de Paris, mais au gouvernement, où j'ai été au cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Plume de la ministre, c'est ça? Moi, j'étais plume. J'étais son conseiller discours. Donc, j'écrivais les discours de la ministre. J'ai fait ça pendant un an. J'ai écrit plus de 300 interventions. Et Gabriel Attal était mon collègue qui s'occupait, lui, des affaires parlementaires. Vous vous entendiez bien? On n'avait pas trop l'occasion de travailler ensemble, je t'avoue. Il y avait beaucoup de monde au sein du cabinet. Je travaillais sur beaucoup de sujets différents. Et en plus, moi, j'ai travaillé pendant l'année au cours de laquelle la ministre défendait
la réforme de la santé. Donc on était beaucoup au Parlement, on était beaucoup dans les médias. Enfin, c'était très chaud cette année-là et j'ai pas trop eu l'occasion de créer des atomes crochus particuliers avec Gabriel Attal. Après, on est resté pas proche, mais on est resté en contact par SMS et on s'envoie des SMS de temps en temps pour se dire bonjour. Mais ça reste là, quoi. Et t'imaginais qu'il serait un jour Premier ministre? T'aurais pu Ouais. le visualiser Premier ministre à cette époque-là? Oui. Mais oui, Gabriel, c'est un secret de polichinelle. Gabriel a beaucoup d'ambition. Et déjà à l'époque, quand je travaillais avec lui, à l'époque, Gabriel, il fait les choses par étapes, hein. Il a commencé Sciences Po Paris, ensuite il a été stagiaire à l'Assemblée, ensuite il a été collaborateur parlementaire, ensuite collaborateur ministériel. Donc tu sais, lui, il passe les étapes les unes après les autres, assez rapidement, mais quand même les unes après les autres. Et moi, à l'époque, on était à l'étape où il voulait absolument devenir député. Voilà, il rêvait de devenir député. Et 2017 approchait, et il n'avait pas encore rejoint Emmanuel Macron, mais il commençait à regarder, je me souviens. Donc oui, Gabriel, c'est un bonhomme qui rêvait de devenir député, puis ministre, puis Premier ministre, puis président de la République. Donc tu l'imagines président de la République en Alors, 2027, je ne Gabriel l'imagine Attal? pas président de la République, je l'imagine vouloir l'être, donc potentiellement candidater. Après 2027, 2032, 2037, etc., on a le temps. Gabriel est jeune. Il a été le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Il a sa vie devant lui. Rien n'est écrit dans le marbre, rien n'est gravé dans le marbre. Voilà, et je lui souhaite à titre personnel le meilleur. Mais je me doute qu'il va le vouloir. Oui, il va le vouloir. Et toi, pourquoi t'as pas voulu être député? Bah écoute, c'est pas mon truc. J'ai travaillé pour des politiques, j'ai été collaborateur de cabinet, donc dans des collectivités locales comme la mairie de Paris ou pour le gouvernement. J'ai travaillé dans l'ombre de la politique. Ça a beaucoup désacralisé la politique pour moi. Ouais. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup d'admiration pour l'écharpe tricolore. Je trouvais que pour moi, ça m'impressionnait beaucoup. Bon, j'ai bossé pour eux, ça m'impressionne plus du tout. Non, non, ça m'impressionne plus du tout. Donc, je ne rêve pas de l'écharpe tricolore, je ne rêve pas du statut d'élu, ça ne me fait pas fantasmer. En revanche, ce en quoi je crois, c'est dans l'action publique, c'est-à-dire dans le fait de mener des politiques, de changer la vie des gens. Et ça peut se faire dans l'administration, ça peut se faire dans les médias, ça peut se faire dans les entreprises, ça peut se faire à plein d'endroits et de choses différentes. Donc voilà, élu, moi, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ma pensée. Ça ne veut pas dire que j'exclus de le devenir un jour, mais en tout cas, pour l'instant, je me trouve beaucoup plus utile sur Internet à parler de politique aux jeunes plutôt qu'à être dans le sérail politique, député ou je ne sais quoi. Pour Si, l'instant, je suis mieux là. si tu devais un jour embrasser une carrière politique, tu penses que tu rejoindrais quel parti? Ou alors est-ce que tu créerais plutôt ton parti? Ça, c'est une bonne question parce que ça dépendra Putain, mais rien que ça, en fait, ça m'énerve. Tu vois. Rien que ça me donne pas envie de rejoindre la politique parce que tu dois être obligé de faire ce genre de choix. Et moi, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas de quelle famille politique je suis le plus proche par rapport à une autre. Dans la grande famille du camp démocrate en France, il y a quand même beaucoup de tendances, il y a beaucoup de gens différents, il y a des cultures militantes différentes. Moi, je les respecte toutes. Donc, je ne sais pas, je sais pas du tout quel parti je rejoindrai. J'ai pas envie de rejoindre un parti, ça me saoule. Bah voilà, je serai de la société civile. Ce sera parfait. Je serai de la société civile. Mais pour le coup, comment tu as rejoint Twitch? Comment tu as rejoint la création de contenu? Comment ça s'est fait tout ça? Écoute, moi je suis passionné de jeux vidéo, je suis un gamer depuis tout petit, j'adore ça, j'ai toujours aimé ça. Et quand j'ai découvert Twitch au tournant des années 2010, je suis tombé fou amoureux. C'est une plateforme extraordinaire où tu découvres des jeux vidéo auxquels tu n'as jamais joué avec un mec que tu connais pas, là, qui est en train de t'expliquer ce qu'il est en train de faire ou de commenter une partie compétitive. Moi je suis tombé amoureux du format, je suis tombé amoureux de la proximité avec le chat. Et comme moi je travaillais en politique, je me suis rendu compte qu'il y a un jeu vidéo auquel moi je sais jouer mais que personne ne comprend vraiment, c'est la politique. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais aller sur Twitch pour commenter en direct la politique comme si c'était un jeu vidéo. Tu es le premier à faire ça à ce moment-là, hein. Je suis le premier à faire ça, on est en 2015 et à l'époque c'était pas autorisé sur Twitch de faire ça. Donc j'ai été banni de la plateforme, figure-toi. Attends, pourquoi c'était pas autorisé? C'était un sujet, la politique était un sujet dont il fallait pas traiter sur Twitch. Non, c'était même pire que ça. Twitch venait d'être acheté par Amazon et Twitch avait des guidelines très précises qui interdisaient les contenus non jeux vidéo. Ah oui, d'accord, À au moins l'époque, c'était c'était clair. radical. Ouais, ouais, à Ouais. l'époque, c'était radical. Donc, j'ai été banni de la plateforme. Et pendant 1 an et demi, j'ai été réfugié sur une autre plateforme qui s'appelle YouTube. Mais pour faire des lives, c'est vraiment pas idéal. YouTube, c'est pas du tout fait pour ça. Ils sont en train de se développer. Ça se développe de plus en plus. Mais à l'époque, vraiment, c'était l'enfer. Et donc, bon, bah, j'avais pas le choix. Et j'étais sur YouTube. Et 1 an et demi plus tard, juste avant la présidentielle 2017, Twitch a annoncé qu'ils ouvraient les bras à d'autres types de contenus que le jeu vidéo. Donc j'ai pu revenir sur la plateforme. Comment ça s'est fait? Comment ton ascension s'est faite? Presque 10 ans après, comment tu analyses cette ascension, l'ascension dans les médias, sur le digital de Jean Massier? Pas à pas,
et jamais de percée. Je n'ai jamais eu de glow-up particulièrement sémillant sur un événement qui m'a fait exploser. Non, je suis monté pas à pas, j'ai commencé, je m'en souviens très bien, j'avais 5 viewers qui m'écoutaient parler de politique, et puis je suis passé à 7 viewers, puis à 10, puis à 25, puis à 50, puis à 80, et tout ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça a pris énormément de temps, euh, et je n'ai fait que monter comme ça, je n'ai fait que grappiller des places petit à petit. Là, au début du mois de septembre, je suis rentré dans le top 10 des streamers français. Et ça s'est vraiment pas fait là non plus de manière spectaculaire. En réalité, ce qui porte ma chaîne, c'est l'actualité politique. L'actualité politique, elle est faite, tu le sais, de moments sémillants, de moments importants. Il y a des élections, par exemple, très bon exemple, une présidentielle, c'est important comme moment. Un mouvement de grève, une guerre, des attentats, des choses tristes, des choses joyeuses aussi parfois, les Jeux Olympiques et tout. Voilà, donc la vie politique, elle est faite de ces choses-là, et chaque événement politique est une vague qui vient faire s'échouer sur ma plage une écume de nouveaux viewers. Ou Non, par... c'est joli comme. C'est très joli Je cette viens de métaphore. l'inventer. Ou parfois, ça peut amener des vagues de haine, surtout quand on parle de politique. C'est quand même un sujet très clivant. Absolument. C'est un sujet qui rend fou les gens. Et c'est normal. La politique, c'est le clivage en démocratie. Et soyons-en conscients et soyons-en fiers aussi d'un certain point de vue. Parce que c'est la politique et la démocratie qui nous permettent de mettre en mots nos désaccords et parfois de les surmonter par des compromis. Mais pas toujours. Donc oui, la politique, c'est le clivage. Et ça, il faut l'accepter. Après, il y a 2 choses sur ma chaîne. C'est que déjà, on a beaucoup le sens de l'humour sur ma chaîne avec mon chat. Donc, on dédramatise quand même assez souvent. Et la deuxième chose, c'est que moi, sur ma chaîne, on fait de l'analyse politique. Donc, les trolls comprennent assez vite qu'ils ne sont pas sur la bonne chaîne et qu'ils ne vont pas vraiment réussir à faire grand-chose. Donc, en réalité, les vagues de haine, j'ai réussi jusqu'à présent à les éviter parce que j'ai toujours fait comprendre aux haineux que, bah, avec moi, ça ne va pas marcher. C'est quoi les commentaires négatifs, les critiques que tu peux régulièrement recevoir? Les reproches qui reviennent? Mais je ne reçois pas de reproches, je reçois des critiques de gens qui ne sont pas d'accord avec mes analyses. Voilà, donc il y a Ah, t'as des... de la chance, t'es pas insulté. Non, assez peu, Ouais, figure-toi. c'est vrai. Assez peu. Alors, ça arrive quand même, notamment parce que je refuse de recevoir dans mes émissions des invités d'extrême droite. Oui, tu refuses le RN. Je refuse l'extrême droite. Je refuse le camp du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme, Donc de le RN. l'homophobie. Le RN en est un représentant, mais il y a aussi Reconquête, il y C'est a aussi vrai. Éric Ciotti et ses amis. C'est l'extrême droite, c'est une nébuleuse en France, malheureusement. Donc, je refuse l'extrême droite, je refuse de les inviter pour leur donner la parole. Ça ne veut pas dire que j'en parle pas, ça veut dire que je leur tends pas le micro. Mais ça veut dire que tu pourrais pas te retrouver face à une Marion Maréchal Le Pen pour débattre? Non. Ah non, 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 je ne veux pas débattre avec Marion Maréchal Le Pen, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas d'arguments à faire valoir, non, non, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, je ne veux pas l'inviter dans mes émissions. T'aurais pas des questions à lui poser? T'aurais pas envie de savoir pourquoi certaines déclarations, certaines J'ai- actions que tu ne comprends pas? À ce moment-là, j'ai pas besoin nécessairement de lui poser la question à elle. Il y a des journalistes qui font le travail d'enquête, d'investigation. Le scandale des assistants parlementaires au Parlement européen qui est en train d'être jugé, le RN, Marine Le Pen est actuellement devant la justice parce qu'elle aurait détourné plus de 16 millions d'euros dans une affaire où elle a détourné de l'argent, quoi. Donc il y a des journalistes qui font ce travail-là. Et moi, j'ai pas besoin, moi, de tendre le micro à l'extrême droite pour savoir ce que dit l'extrême droite. Elle n'a pas besoin de moi, au demeurant, l'extrême droite, pour s'exprimer. Et je te rassure, l'extrême droite ne demande pas à venir dans mes émissions. Donc on est d'accord, elle et moi, pour dire qu'on n'a pas besoin de s'adresser la parole. Et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. On était sur la notion des critiques, des reproches qui reviennent Bah voilà, régulièrement. donc forcément, il y a des gens d'extrême droite qui ne sont pas très contents. Et eux, ils me critiquent, ils m'injurient, ils me harcèlent de manière assez classique en Ils réalité. t'injurent. Ah oui, 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 oui. Oui, il y a des injures que je reçois sur plusieurs réseaux sociaux ou dans des commentaires de gens d'extrême droite qui me considèrent, moi, comme étant le diable absolu à leurs yeux. De personnages politiques qu'on connaît? De quoi? Ce sont des personnages politiques que nous connaissons? Qui me font chier. Pas particulièrement. Non, 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 c'est des trolls d'extrême droite sur Twitter, hein, Ah, ok. c'est du classique, hein, c'est pas, ils réinventent pas la poudre. Et de toute façon, moi, encore une fois, comme je ne défends pas particulièrement d'options politiques dans le paysage, à part la question de la démocratie, bah, je ne suis pas vraiment pris à partie. Mais ce harcèlement se manifeste comment de ces trolls? Bah, c'est des injures répétées, c'est du dénigrement, beaucoup. C'est beaucoup de dénigrement. Mais c'est pas les seuls trolls, hein, l'extrême droite. J'ai aussi des trolls d'extrême gauche qui sont absolument scandalisés par le fait que je ne sois pas un marxiste convaincu. Et comme pour eux, il n'y a que le matérialisme historique de Marx qui vaut, ils sont choqués que je défende des analyses différentes.
Bon, et ben voilà, eux aussi parfois peuvent être extrêmement piquants, perçants. Voilà, il y en a qui considèrent que je ne suis pas assez proche de la France insoumise, Mm. que je devrais être davantage dans la ligne du parti parce que seule la ligne du parti prévaut. Et donc voilà, bon, classique, ça existe depuis des décennies ça. Et comment elle est née, ton émission culte Backseat? Baxit, elle est née de ma volonté d'offrir aux jeunes une émission politique qui soit la leur. Et c'était les élections présidentielles, c'était la présidentielle de 2022 qui se préparait, qui s'annonçait, et je pressentais qu'il allait se passer ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir des émissions à la télé, il va y avoir des émissions à la radio, il va y avoir des meetings, et c'est tout. Et moi, ça m'a gonflé. J'ai dit non, je veux pas, je veux créer une émission, une grande émission qui replace les jeunes à leur place, qui est une place qui devrait être centrale. Donc ils ont le droit à une grande émission, pas un petit podcast galère et un peu ghetto. Non, une émission bien produite, propre, à la hauteur de ce que j'accorde aux jeunes comme importance. Oui, mais c'est un sacré boulot. C'est un Ouais, sacré travail, c'est un travail à plein temps. Comment tu t'es organisé? Comment tu as songé aux rubriques? Comment tu t'es entouré? Comment tu as réuni le matériel, l'argent nécessaire? bah, on a travaillé, travaillé, travaillé. Tu sais, moi, je viens de Twitch, je viens de la production de Twitch. J'ai l'habitude de faire ce genre de truc. Ça a été un projet assez énorme qui a nécessité qu'on se mette autour de la table, qu'on y aille à tâtons. On a fait un pilote, par exemple, qui n'a jamais été diffusé parce que je voulais voir beaucoup de choses et on a vu beaucoup de choses dans le pilote en matière de rythme, en matière d'écriture de l'émission, en matière de plateau, en matière d'angle de caméra. Euh, on a fait une saison, on a fait une pré-saison pour présenter au public ce qu'on voulait faire et en leur disant voilà le tarif, donc il va falloir lever de l'argent. Donc on est allé chercher des partenaires, on est allé chercher du crowdfunding, on a donné naissance à la première saison pour la présidentielle, ça s'est très bien passé, on a reçu des candidats à la présidentielle sur le plateau, le public est venu, a apprécié la formule, puis on a complètement changé l'émission sur la saison 2, dans un nouveau studio, nouveau plateau avec du public, on a continué à grossir. Et là on en est à la quatrième saison, euh, l'émission continue à grossir, nouveaux chroniqueurs, euh, nouvelles rubriques, etc. Beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dévoilées. Et un public qui est toujours de plus en plus nombreux et surtout un public qui finance, parce que Backseat, c'est une émission qui est gratuite, disponible pour tout le monde, mais heureusement que le public donne de l'argent pour rendre possible cette émission. C'est-à-dire le public qui regarde Backseat contribue à financer l'émission. Absolument, ouais. On a une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez donner de l'argent chaque mois pour permettre à Backseat d'exister. Il y a plusieurs formules d'abonnement qu'on a créées, et c'est ça qui nous permet de faire l'émission. Plus des deux tiers de l'argent qu'on reçoit, on le reçoit de notre public. Ensuite, pour un tiers, c'est des partenaires. On a une petite aide de l'État. Et voilà, mais Backseat, c'est pas loin d'un demi-million d'euros par an. Ah oui, quand Euh, même. Bah oui, Vous, c'est a- une vous- émission hebdo. C'est vous- une émission vous hebdo. avez une aide de l'État? Oui, tu sais, le CNC qui finance des productions sur Twitch et sur YouTube, ça s'appelle le CNC Talent. Il finance des trucs pour Arte, il finance des trucs pour machin. Donc le CNC participe au financement de Backseat. On a une petite aide, ouais. C'est Ok. chouette ça. Et j'ai vu que vous aviez du public, mais en physique, Ouais. sur l'émission. Alors ça, c'est incroyable, c'est mon rêve. Eh ben écoute, tu devrais le faire, figure-toi, et c'est marrant parce que j'aurais pas eu le même discours il y a quelques années. Ben oui, Quand mais j'ai comment on lancé le fait? Backseat, moi je disais à mon coproducteur à l'époque, je lui disais non, je veux pas de public, j'aime pas le public, je trouve que ça fait trop de télé dans le mauvais sens du terme. Les applaudissements, les rires et tout. Un peu kitsch. Un peu kitsch et puis un peu surfait, parce que les publics télé, il y a des ambianceurs qui lancent des applaudissements et tout. J'aimais pas trop. Et finalement, je me suis laissé convaincre d'essayer la formule pour voir ce que ça donne. On a commencé en public avec 15 personnes, je me souviens, et on avait 15 personnes qui faisaient autant de bruit que 300. C'était incroyable. Et ça donnait une énergie au plateau, ça donnait un rythme à l'émission, ça donnait une puissance aux propos, à la stature. Enfin, vraiment, pour moi, il y a eu un avant et un après, et maintenant, j'exige un public sur cette émission parce que ça change tout. Et je serais incapable de faire une émission sans public maintenant. Tu as parlé sur tes réseaux sociaux d'épuisement professionnel, tu as parlé de dépression, tu as parlé d'hospitalisation aux urgences psychiatriques avec beaucoup de transparence, je trouve, Ouais, d'honnêteté et de simplicité. En vrai, je ne sais pas si ça a été évident pour toi en tant que créateur de contenu à faire, mais dans un premier temps, comment, à cause de quoi il s'est matérialisé cet épuisement professionnel? Est-ce que c'est dû à la course à l'algorithme, aux chiffres, à la pression des réseaux, à vouloir toujours faire mieux? Qu'est-ce qui a contribué à cet état? alors déjà, ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps long et il se trouve que j'avais été diagnostiqué il y a quelques années comme étant atteint d'une maladie qui s'appelle la bipolarité.
Et la bipolarité est une maladie qui se caractérise par le fait que j'ai des phases de dépression et des phases de manie ou d'hypomanie. La manie, c'est l'inverse de la dépression. Peu importe. Le fait est que cette maladie, elle existait, et donc j'avais déjà eu des épisodes dépressifs par le passé. J'avais déjà été accueilli aux urgences à l'hôpital pour des épisodes de dépression sévère. Mais comment on arrive aux urgences pour une dépression sévère? Parce que on a, on a tous l'impression de connaître, je crois, la dépression, le Oui, oui, sentiment oui. dépressif. Mais on n'est pas tous allés aux urgences pour ce sentiment. Tu comprends ma question? Absolument, je comprends ce que tu veux dire. C'est une question de gradation. Effectivement, la tristesse, la mélancolie sont des choses qu'on peut tous ressentir. C'est normal. Après un deuil, par exemple, c'est une phase pas marrante dans la vie qui peut nous plonger dans des états d'humeur, de déprime, voire dans un syndrome de dépression. Mais un syndrome de dépression, ça peut plonger malheureusement extrêmement bas. Et moi, j'ai plongé très 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 bas dans un moment où mon corps entier lâche en fait. Hmm. C'est pas juste que je me sens pas bien, c'est que je suis cloué au lit, que je n'arrive plus à dormir et en même temps je suis épuisé. J'ai un épuisement physique total et il y a un moment, il y a une alarme dans le cerveau qui dit en fait là, il faut que tu prennes un taxi et que tu ailles aux urgences. Là, c'est urgent en fait. Il faut une prise en charge immédiate, c'est grave. Voilà. Et donc c'est exactement ça. J'ai pris un Uber et je suis allé aux urgences. Et quelles ont été les conséquences de cette prise en charge? Bah, t'es pas vraiment pris en charge aux urgences en réalité, parce que évidemment, la question que se posent les médecins aux urgences, c'est est-ce que tu es dangereux pour toi et pour les autres? Bon, dans le cas d'une dépression, tu as peu de chances d'être dangereux pour les autres. Par contre, pour toi, tu peux l'être, puisque malheureusement, la dépression est présente dans beaucoup de cas de tentatives de suicide ou de réussite de suicide. Tu pensais à ça? Et ben moi, non. J'ai toujours eu cette chance de ne jamais avoir eu véritablement de pensée suicide. Tant mieux pour moi. Parce que malheureusement, la dépression peut mener à ça. Euh, et donc voilà, donc non, j'ai été pris en charge ensuite par un suivi psychiatrique hein, avec un médecin psychiatre, avec un traitement médicamenteux, en réalité avec des antidépresseurs. Ça se soigne la dépression. Ça s'accompagne, ça se soigne. Donc j'ai pris des médicaments et puis maintenant j'ai un traitement stabilisé. On dit un traitement stabilisé, ça veut dire que là je suis dans un état stable, bon, je vais bien, je me sens bien et a priori ça devrait continuer comme ça. Est-ce que tu sais quels ont pu être les déclencheurs de cette dépression? Est-ce qu'il faut Ouais. forcément qu'il y ait des éléments, des événements qui déclenchent cet état? Alors ça peut, la dépression est souvent un état qui est déclenché. Je parlais du deuil, c'est un bon exemple, mais ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un accident, quel qu'il soit, une agression, peut déclencher un syndrome de dépression. Dans le cadre de la bipolarité, il n'y a pas forcément d'élément déclencheur. C'est un peu un truc qui survient sans que tu t'y attendes. Mais il est vrai que j'ai une vie particulière parce que je suis entrepreneur solo, du coup. Toi aussi, Sam, tu sais ce que c'est. Seul face aux chiffres, les chiffres du compte en banque de la boîte, les chiffres de l'algorithme, les chiffres d'audience, les commentaires. On parlait tout à l'heure du harcèlement. C'est pas neutre d'être une personnalité publique. Et personne nous a formés à ça. Sam, toi et moi, on n'a pas été formés à recevoir des tweets, quels qu'ils soient. Mhm. Alors quand c'est de l'amour, c'est génial, on est tous contents et c'est formidable. Quand c'est de la haine, tu sais pas gérer ça. Personne ne sait gérer ça. Ben non. Donc voilà, donc c'est des éléments. Puis il y a aussi quelque chose, moi, qui est une météorologie de la politique. La politique, il y a des moments, elle est dure, elle est brutale, elle est violente, elle est dure à vivre. Il y a des moments plus joyeux. Les JO, c'était un moment plutôt joyeux. Ça s'est bien passé. Mais le conflit au Proche-Orient, c'est dur, c'est violent. Les personnes souffrent, meurent. Voilà, la politique touche parfois à la mort. Donc, c'est pas toujours facile à vivre, l'actualité politique. Les discussions budgétaires à l'Assemblée, ça va. Je suis ça, c'est mon métier, je fais ça depuis des années. Les morts à Gaza, je ne m'y fais pas et je ne m'y ferai jamais. Les enfants qui meurent en Ukraine, je ne m'y ferai jamais. Bon. Donc voilà, la dépression peut être aussi donnée par tout ça. Tu parlais de la pression des chiffres il y a quelques instants et j'ai noté cette déclaration dans laquelle tu disais faire de la création de contenu, c'est accepter de se soumettre à une pression, celle des chiffres, de l'algorithme et du public. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où c'était trop pour toi, où tu étais happé par ce toujours plus? Et les algorithmes sont très bien faits pour ça. Quand ça va pas, c'est rouge. Quand tout va bien, c'est vert. Maintenant, on te dit génial, vous avez fait mieux que la semaine dernière, mieux que l'année dernière. Continuez, fixez-vous un objectif. C'est devenu un. C'est presque minute à minute hein, maintenant. Ah ouais, ouais. Oui, c'est la gamification. Évidemment, on te fixe des objectifs.
J'ai vu que même la banque faisait ça maintenant. C'est sur ton compte en C'est banque. pas Ah oui, vrai. oui, vos objectifs du mois, vous n'avez pas assez d'argent. Mais c'est mon compte en banque, en fait, je fais ce que je veux. Non, mais bref, donc oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un phénomène, mais indépendamment même de la gamification de Twitch et de YouTube, il y a aussi un phénomène du toujours plus chez les créateurs. Regarde Inox, Inox a gravi l'Everest. Ok, donc voilà, c'est quoi la prochaine étape? Et on va dans l'espace. Oui, je pense que oui. Non, mais tu déconnes, mais C'est faire une ça va émission vraiment dans vite. l'espace. Le premier YouTuber dans l'espace avec SpaceX, je te mets mon billet qui va arriver dans les années qui viennent. Oui. Bon, voilà, bah voilà. Et donc, on continue à progresser. Le GP Explorer de Squeezie, extraordinaire. Le The Event de Zerator, Popcorn de Domingo, tout ça, ce sont des étapes formidables dans la création sur Internet. Backseat est une étape formidable de la création sur Internet. Mais oui, il y a cet aspect de toujours plus. Et oui, ça m'est déjà arrivé de faire des épisodes de burn-out parce que je me mettais beaucoup trop de pression. Et vas-y, il faut que je sorte un nouveau format, une nouvelle émission, et puis je vais organiser un festival. Et pourquoi je ne ferais pas une newsletter? Et vas-y, un podcast. Et non, c'est pas possible en fait. Et ça n'a même pas de sens éditorialement. Donc j'ai appris aussi un peu à lever le pied. J'aimerais revenir sur la bipolarité, Ouais, bien maladie sûr. qui te touche, dont tu nous as parlé, dont beaucoup parlent aussi sur les réseaux sociaux. Ce mot bipolaire, il est utilisé un petit peu à toutes les sauces. C'est presque Ouais. devenu une expression de nos jours en mode oh là là, je suis bipolaire, oh là là, elle est bipolaire. Alors que pas du tout, c'est une réelle maladie. Je pense que tu es Absolument. bien placé pour le savoir, Jean Massier. Euh, Il y a un cliché autour de la bipolarité, c'est le changement d'humeur. Je ne sais pas si c'est un Ouais, cliché ou si c'est vrai. Tu parlais d'épisodes dépressifs, d'épisodes de manie, c'est ça? ouais. Voilà. Est-ce que c'est comme on le croit? Est-ce que c'est passer d'une émotion à une autre? Est-ce que c'est être sympa un moment, désagréable après? Est-ce que c'est être euphorique et triste après? Est-ce que c'est ça en fait? Et ben c'est pas du tout ça. Ah bah voilà. Et ça, c'est important qu'on en parle, Sam, parce qu'effectivement, la santé mentale, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, tout un tas de maladies, ont, enfin, charrient des représentations. Et ces représentations, en général, c'est celle du cinéma. C'est celle du cinéma populaire. C'est par exemple le Joker dans Batman. Oui, Tu vois, cette folie-là, oui, qui est très années 50. Vol au-dessus d'un nid de coucou, oui. pareil, années 50. Les asiles de fous, la camisole de force, tu sais. Mhm. Tout cet imaginaire-là, il a été propulsé par la télévision, par le cinéma, par la littérature et par la musique. Et il donne une idée, en fait, il parle de la folie plus que de la maladie mentale. Et la folie, c'est quelque chose d'imprévisible. Et donc, quand on parle de bipolarité, on a tendance à imaginer vraiment le Joker, c'est-à-dire quelqu'un qui va switcher en un claquement de doigts d'humeur et devenir un peu fou, se mettre à rire de manière maniaque. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je suis désolé. C'est beaucoup moins cinématographique, je suis désolé. Mais alors c'est La quoi? bipolarité, c'est une maladie qui touche l'humeur, effectivement, qui ne va pas provoquer des changements brutaux à la seconde ou à la minute d'humeur, mais qui, par contre, sur un temps un peu plus long, qui va se compter en mois, en semaines ou en années, va te faire vivre des épisodes, effectivement, de dépression ou de manie. La dépression, bon, c'est cette maladie, effectivement, tu l'as dit, assez bien connue. On va parler de ralentissement du métabolisme, des problèmes de digestion, une fatigue énorme, une tristesse, une mélancolie. Bon, la dépression, on connaît. La manie, c'est moins connu, mais en fait, c'est l'exact inverse. Un épisode maniaque, c'est un épisode dans lequel le sujet va se sentir très bien, trop bien. Très peu de sommeil, pas besoin de plus de sommeil, énormément d'énergie, beaucoup de vitesse, de rapidité, un sentiment de, comment dire, de plaisir, de jouissance beaucoup trop fort, beaucoup trop rapide, un cerveau qui fonctionne à 2000 km/h, etc. Les gens qui sont en épisode maniaque, malheureusement, se mettent en danger. Un sentiment de puissance? Sentiment de toute puissance, voire même un sentiment de divinité. Hein. Voilà, il y a malheureusement, des personnes en épisode maniaque se mettent en danger, roulent à toute vitesse en moto, par exemple. Ils se sentent en toute puissance, ou en voiture, vont jouer de l'argent. Ça peut être des comportements addictifs, prendre de la drogue. De toute façon, ils sont tout puissants, donc ils ont peur de rien. Donc voilà, il y a des gens qui sautent par la fenêtre parce qu'ils pensent qu'ils peuvent voler. C'est ça, un épisode maniaque. Bon, là, je viens de vous donner des exemples particulièrement caricaturaux, extrêmes. Moi, j'ai jamais ressenti des trucs aussi extrêmes. Hein. Je fais de ce qu'on appelle de l'hypomanie, c'est une petite manie. Donc voilà, mais ça dure une semaine, 2 semaines, et malheureusement, c'est suivi ensuite d'un épisode de dépression qui s'installe. Donc tu vois, voilà, quand on parle de changement d'humeur, c'est sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus long. C'est pas snap, je change d'humeur, c'est pas comment on dit les gens lunaires, c'est pas lunaire, c'est lunatique. Lunatique. Voilà, lunatique, non, c'est pas être lunatique, être bipolaire, c'est autre chose. T'as pas eu peur de revenir sur le devant de la scène? T'as pas eu peur de revenir à la création de contenu puisque tu as fait une pause pendant un moment? Oui, j'ai fait une pause thérapeutique, hein, j'avais besoin d'être soigné. Si, ça m'a fait peur.
Et malheureusement, ça m'a plongé dans un épisode dépressif. C'est dommage, j'étais en train d'essayer de guérir, mais j'ai replongé parce que j'avais peur d'avoir perdu l'envie. Hmm. Et ça, c'est terrible. Quand ça fait 10 ans que tu es sur Twitch, que tu streams tous les jours, avec le plaisir, avec le sourire, pour parler de politique, et que là, tu te poses vraiment la question de est-ce que ça me plaît toujours autant? En fait, tu Est-ce perds que tous tes repères. Et tu perds tous tes repères, j'étais perdu, j'allais pas bien du tout. Vraiment, j'ai déprimé, hein. Là, ce printemps, j'ai vraiment déprimé parce que j'avais l'impression d'avoir perdu l'envie. Et tout est revenu au moment de la dissolution. C'est horrible, hein. Moi, j'ai une psyché qui dépend des décisions du président de la République. Mais quand le président de la République a annoncé à 20h22, je dissous l'Assemblée, moi, d'un seul coup, ça m'a donné envie de parler de politique. Ça t'a Parce que, créé un regain, ah, mais un une regain quand même. excitation. Parce que je me sentais utile, enfin, Mhm. la dissolution. Il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce que c'est. Bon, bah, j'ai lancé un stream. Je me souviens très bien, j'ai vraiment lancé un stream Mhm. au moment où il l'a dit. Et cette idée-là, ce livre, Les jeunes, c'est le présent, comment l'idée elle est venue? L'idée, elle est venue parce que ça fait 15-20 ans maintenant que je me bats pour la jeunesse, que c'était mes premiers engagements associatifs, que c'est mon engagement éditorial aujourd'hui sur Twitch et que c'est mon engagement politique au sens plus large. La question de la jeunesse et de la place des jeunes dans la démocratie. Non, les jeunes ne se désintéressent pas de la politique, ce n'est pas vrai. Les jeunes boudent les formes traditionnelles de la politique, comme le vote par exemple. Les jeunes s'abstiennent beaucoup, mais les jeunes ne se désintéressent pas du monde qui les entoure. Et il est urgent que notre société apprenne à écouter les jeunes, à faire corps avec sa jeunesse. Notre société fait la part belle aux vieux. On est une société vieillissante démographiquement. On est aussi une société vieillissante politiquement. Et on est une société vieillissante dans les choix qu'elle fait. Moi, je veux qu'on réhabilite les jeunes. Je veux qu'on prenne soin de notre jeunesse. Notre jeunesse va mal. Notre jeunesse est précarisée. Les jeunes font la queue à l'aide alimentaire. Les étudiants font la queue à l'aide alimentaire. La santé mentale des jeunes se dégrade. Les pensées suicidaires augmentent de manière alarmante chez les jeunes. Il est urgent que notre société prenne soin de ces jeunes. Est-ce que les médias traditionnels tels que CNews, BFM Télé, LCI savent parler aux jeunes, selon toi? Non, c'est des médias dont on sait que l'audience est quand même très âgée. Après, c'est des audiences qui fluctuent beaucoup en fonction de l'actualité, évidemment, nationale et internationale. Mais non, les médias traditionnels sont des médias qui savent s'adresser particulièrement bien aux jeunes. Aux vieux, pardon. Ils ont du mal à parler aux jeunes. Les jeunes, ils sont beaucoup plus chez Samzira et Jean Massier que devant la télévision, parce que les jeunes sont baignés dans la culture web, et la culture web, c'est une culture de l'horizontalité, c'est une culture de la sincérité, et c'est une culture du dialogue, de la discussion. L'espace commentaire sous cette vidéo va être vivant, il va se passer des choses. La télévision, il n'y a pas d'espace commentaire, on ne peut pas commenter une émission de télévision, on ne peut pas interagir avec un présentateur télé, on peut interagir avec un streamer. Et toute la différence est là. Donc il y a des structures médiatiques qui ne plaisent pas aux jeunes, c'est la télévision, la radio, la presse écrite aussi en grande partie. Et puis il y a des structures médiatiques qui plaisent aux jeunes, c'est YouTube, c'est Twitch, c'est TikTok, c'est Insta. Merci Jean Massier. Je t'en prie, Samzira. On te retrouve dans ton émission culte aujourd'hui qui s'appelle Backseat sur Twitch et en replay le lendemain généralement sur YouTube. Le lendemain, ouais. Le lendemain sur YouTube, au détour de tes différents streams que tu peux faire sur Twitch ou sur les différentes plateformes. Et on peut te lire également au travers de cet ouvrage, Les jeunes, c'est le présent, aux éditions Payot. Jean Massier, j'étais ravi de partager ce moment à tes côtés. Merci Sam, j'étais très heureux de répondre à tes questions, c'était très chouette. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité pour découvrir de nouvelles histoires. À bientôt, prenez soin de vous.